Bonjour, je suis en direct d'Avignon pour la première édition des Rencontres Prométhée et je me trouve avec Marion Kaplan. Bonjour Marion. Bonjour. Tu viens de nous proposer une conférence sur le thème le gluten et la malabsorption intestinale. Voilà, donc j'ai effectivement parlé de beaucoup de choses et j'ai fait peut-être plus une vision globale. On va peut-être aller plus dans le spécifique. Effectivement, on s'aperçoit que le gluten, il y en a qui disent ouais, phénomène de mode, les Parisiens sont très, comment ils s'appellent, no glu, machin. C'est pas du tout un phénomène de mode, c'est que ça devient une vraie problématique. Et plus les générations passent, parce que ça ne fait que finalement que 3 générations qu'on mange ces frankenblés, c'est-à-dire ces blés qui ont tellement été hybridés et rétrocroisés qui ne pourraient plus pousser sans la main de l'homme, à la fois dans les pesticides qu'on y met et les engrais qu'on y met. Et il se trouve que le fait de les avoir bidouillés comme ça sur le plan génétique fait que ça devient des blés qui sont incohérents avec le système vivant. Et on n'a absolument pas de recul sur des générations, parce que c'est pas parce que ça tue pas la première génération qui de toute façon aura eu ces petites maladies. On est habitué maintenant à être malade. Être en bonne santé, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Moi, je n'entends autour de moi que des gens qui se disent en bonne santé, mais qui ont mal au ventre, ou mal dans le dos, ou des migraines, ou du cholestérol, ou du diabète, etc. Mais ils se disent en bonne santé. C'est ça qui est incroyable. Marion, même le blé bio est de toute façon issu de ces blés qui ont été hybridés dans les années, je crois que c'est début 1900, je ne sais pas quoi. Et maintenant, de toute façon, le blé qu'on appelle blé est hybridé. Il faut aller vers le petit épeautre pour avoir un blé entre guillemets ancien. J'ai bien entre guillemets parce que c'est vraiment... Aujourd'hui, les systèmes alimentaires sont tellement contrôlés par une grosse industrie et des gens très riches que ça va être de plus en plus compliqué de trouver des produits, des graines qui n'aient pas été bidouillées, parce qu'il y a Monsanto qui maîtrise les graines du monde entier. Presque l'eau potable, il faudra passer par Nestlé pour en avoir, quoi. Enfin, ça devient dramatique. Qu'est-ce que tu entends exactement pour expliquer par malabsorption intestinale? C'est quoi ce phénomène? Alors, ce phénomène, c'est quoi? C'est qu'on a tous ce qu'on appelle un microbiote. Et on a pu commencer à s'intéresser à ce phénomène et à identifier des bactéries. Tout le monde a entendu parler des probiotiques. Donc on sait identifier des bonnes bactéries, des vilaines, des méchantes. Et tout le problème aussi vient que le fait, par exemple, si on mange trop sucré, trop de pain, trop d'aliments comme ça bourrés d'amidon, eh bien on va développer une flore bactérienne pathogène qui, si elle s'installe d'une façon chronique dans l'intestin, va entraîner d'abord une dysbiose. Ce qu'on appelle la dysbiose, donc c'est les bactéries pathogènes prennent le dessus sur les bonnes, parce qu'on a de toute façon une colonie de 2-3 kg de bactéries. Mais si c'est les gentils qui sont là, tout va bien. Si c'est les méchants qui commencent, on va dire les truands, les pirates, tous ces gens-là qui arrivent en plus grand nombre, là ça devient un problème qui va affecter le système immunitaire. Et la malabsorption, c'est tout simplement une bataille à la fois bactérienne qui peut neutraliser certaines cellules qu'on appelle les entérocytes, qui elles sont les gardiens du mur. Et ce mur, si il laisse passer des trop grosses molécules, s'il y a des trous dans le mur, à ce moment-là, il y a une colonisation qui va se faire via la circulation sanguine. Donc la malabsorption, c'est à la fois ce phénomène de bactéries pathogènes et ces éléments toxiques qui rentrent dans le flux sanguin. Et le gluten et la caséine bovine, donc ce sont 2 protéines, qui ont justement cette faculté d'attaquer le mur et de faire en sorte qu'elles se retrouvent libres dans la circulation sanguine. Et elles ont un tropisme particulier avec des opioïdes du cerveau. Et c'est pour ça qu'on parle de gluten-morphine et de caséine-morphine qui ressemblent à des opiacés qui vous shootent. Donc quand on mange son bon pain, il y a cette satisfaction, c'est un shoot.
Et le problème de ce shoot, c'est que ça nous rend addicts, on ne peut pas s'en passer. Ça entraîne de l'hypoglycémie, donc on a besoin d'en remanger. Moi, je dirais à vos auditeurs de faire le test. Il y en a qui disent « Oh là là, moi j'ai faim à 11 h ou même à 10 h, je mange mon pain tous les matins, machin, et si je mangeais comme vous, votre crème de vigue là, avec des fruits, du lait de coco, du machin, j'aurais faim. » Non, j'ai fait le test. Ne mangez rien en termes de céréales le matin. Pas de céréales, même sans gluten. Pas de céréales le matin. Mangez du gras. Donc vous pouvez manger des protéines, hein, des œufs ou du poulet par exemple avec de l'huile d'olive. Ou vous pouvez manger, moi c'est ce que je fais parce que j'aime bien, donc du lait de coco avec de l'huile. Je mets juste une banane et je mets des graines, des amandes, des noix d'Amazonie, des choses comme ça. C'est assez gras. Et j'ai absolument pas faim jusqu'à midi et je fais 90 km de vélo intense sans problème avec ce petit déjeuner là. Alors que si j'ai fait le test de manger même du pain sans gluten avec un petit peu de beurre clarifié et une confiture pour les Français, mais moi j'en prends pas, j'ai faim à 10 h et je tiens pas. Oui, ça crée une hypoglycémie. Ça crée une hypoglycémie. Parce que la glycémie monte très fort longtemps pour ceux qui mangent du blé. Vous avez donc un afflux de glycotoxines qui arrivent, des protéines glyquées qui sont des substances qui s'emmagasinent dans votre organisme. Et c'est pas comme les métaux lourds qu'on peut éliminer, ça ne s'élimine pas. Et ça attaque les organes comme les yeux, les reins, le foie, les artères, etc. L'athérosclérose, vieillissement prématuré. Donc, non seulement, comme la glycémie doit toujours être égale dans le sang, comme il y a une montée de glycémie trop forte, l'insuline est là pour réglementer l'ensemble, et comme elle est très sollicitée, eh bien, à terme, on devient non seulement insulino-résistant, c'est-à-dire on a beau balancer de l'insuline, elle n'arrive pas à réguler, et après, d'abord ça commence par l'hypoglycémie, ça finit par le diabète. Oui. J'ai une ou deux questions à vous poser qui, je pense, vont intéresser beaucoup de personnes parce qu'il y a tellement de phénomènes de mode. Qu'est-ce que vous pensez du tout cru? Je vais faire un article là-dessus. Ah, d'accord. Donc restons patients. Non, mais je vous explique. Parce que quand même, c'est vraiment, on en entend de plus en plus parler. Moi, je prends des jus crus, de légumes, avec un petit peu de fruits, mais le moins possible pour ne pas faire monter trop la glycémie. Donc, je mange une partie de mon alimentation crue. Mais il faut bien savoir que si vous faites une cuisson intelligente, une cuisson douce, moi j'ai mon vitaliseur, vous devez connaître, donc quand vous cuisez à la vapeur, d'ailleurs les Chinois utilisent la vapeur depuis plus de 6000 ans et ils ont bien compris. Hein. C'est qu'eux qui ont découvert la soie, c'était des génies ces Chinois. Bon, maintenant ils vont un peu loin. Mais bon, la cuisine à la vapeur, c'est la seule cuisson qui fait une attaque des fibres de la cellulose. Parce que si vos enzymes digestives ne sont plus assez fortes pour attaquer cette cellulose, ou alors si vous mangez tout cru, vous allez passer votre temps à digérer cette cellulose et c'est toute cette énergie qui est monopolisée dans votre système digestif que vous n'avez pas au niveau de votre cérébralité. D'accord? Donc non seulement dans l'action et la cérébralité, ça atténue vos capacités. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'homme de Cro-Magnon, il mangeait tout cru. Invention du feu. Donc il avait un cerveau de 700 grammes. Invention de la cuisson. Donc il a commencé à pouvoir attendrir des fibres avec la cuisson. Il a cuisiné ses viandes bien après. Et le fait d'attendrir ces fibres, son cerveau est arrivé à 1,4 kg, 1,5 kg. Il a pu développer une cérébralité à cortex, etc., qu'il ne pouvait pas parce que toute l'énergie était centralisée sur digérer. Et encore, comme on ne tue pas des bactéries pathogènes, il fallait en plus que le système immunitaire s'y fasse, etc. Et il y avait une espèce d'inflammation parce qu'il mangeait aussi des mammifères qui créaient, je ne sais plus quelle protéine toxique. Donc évidemment, moi je ne dis pas de manger tout végétaux, je l'ai fait pendant 3 ans. Hein. Donc je l'ai vécu, moi je ne suis pas, ça ne me convient pas, même si j'ai beaucoup de bébés, j'ai pas de problème avec ça. Et même si philosophiquement je préférais ne pas jamais avoir à tuer d'animal pour vivre, j'adore les animaux et j'en ai beaucoup chez moi, mais le monde est ainsi fait que c'est le bon Dieu qui a voulu ça, j'en sais rien, mais notre nature est faite qu'il y a des animaux qu'on nous tue donc pour vivre et que nous ne sommes pas des herbivores. D'ailleurs, si vous regardez dans la nature, les éléphants, ils sont herbivores. Hein? Donc, ils ne mangent pas de la viande, les éléphants. Donc, il y a des gens qui disent, ouais, enlever
obésité, il y a les phoques et machin, oui, parce que les phoques, ils doivent mettre une couche de graisse pour supporter le froid. Et les ours, ils hibernent, donc ils ont un système où ils se mettent en diabète pour justement hiverner, et après ils en sortent pour pouvoir remétaboliser leur graisse, etc. Parce qu'il faut savoir que tout se métabolise en glucose, en sucre, mais qu'on peut très bien métaboliser le sucre à partir de protéines, de graisse, de n'importe quoi, parce qu'on a des réservoirs dans le foie, dans les muscles, etc. Bref. Donc, pardon, j'allais vous couper la parole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le tout cru, c'est encore une divergence des hygiénistes type Shelton et compagnie qui avaient compris que l'alimentation c'était quelque chose d'important, que plus on associait d'aliments, plus on digérait mal. Ça, c'est parce qu'on était dans un tâtonnement, parce que les hygiénistes mangeaient tout cru justement aussi, ils dissociaient, etc. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que justement, il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer certains aliments. Il suffit d'éliminer les protéines qui sont toxiques comme le gluten et la caséine et le sucre, parce que le sucre c'est une drogue, pour aller beaucoup mieux. Et vous pourrez manger des petits plats mijotés ou cuits à la vapeur avec une partie de cru, bien entendu. Si c'était si toxique que ça, vous verriez tous les gens qui cuisinent mourir tôt, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus s'orienter à être dans un intégrisme alimentaire. On le sait aujourd'hui que ces protéines peuvent, dans certains cas, et dans plus en plus de cas, plus les générations passent, parce que le blé d'aujourd'hui est un blé moderne qui n'a plus de cohérence avec les blés anciens. Donc ceux qui ont un bon système immunitaire, qui n'ont pas eu dans leur génération en amont de maladies auto-immunes, de cancer, de diabète, de sclérose en plaques, peuvent manger du petit épeautre. Mais ce que je vous conseille, auditeurs, c'est de ne pas en manger tous les jours. Ça ne doit pas être la base de votre alimentation. La base, c'est les légumes, beaucoup de légumes de saison, les bonnes huiles, les bons oléagineux, amandes, noix, noisettes, amazonie, etc., notre pécan, et des protéines type poisson et volaille. Sorti de ça, bon, lait de coco si on veut, éviter le soja. Bon, il commence à sortir des publications américaines. Il y a une nana qui est extraordinaire qui a écrit Le soja, ami ou ennemi, que j'invite aux auditeurs à lire. Et j'invite aussi les auditeurs à lire un livre d'une nommée Catherine Lear, ou un truc comme ça. Ça s'appelle Le mythe végétarien. C'est une ancienne végane qui a été pendant 20 ans. Intéressant. Et elle sait de quoi elle parle. Et très bien documenté. Mais je ferai des articles là-dessus. Il suffit de se mettre sur mon site vitaliseurdemarion.fr et vous allez dans la rubrique Marion. Marion vous dit tout et toutes les semaines je sors un article. Voilà. Merci pour l'information. Dites-moi alors, est-ce que j'ose vous demander ce que vous pensez de ce courant qui nous dit qu'a priori nous avons le même tube digestif que le gorille, c'est-à-dire que nous sommes frugivores et granivores. Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais les petits gorilles mangent des petits animaux et ça leur arrive de manger des souris, des choses comme ça. Donc c'est une erreur anthropologique. Il faut vraiment qu'ils revoient leur lecture et qu'ils voient les vrais anthropologues et médecins anthropologues pour voir leur copie. Et comment se fait-il que le sage n'ait pas développé le cortex comme nous? Ils sont très intelligents, ils sont beaucoup plus manuels que nous, ça c'est clair. Nous, des fois, pour essayer de sortir une boîte, on va mettre un temps infini. Même j'ai vu une émission où il y avait ce perroquet blanc, là, je ne sais plus comment il s'appelle, là, c'est pas les Cacatoès? Ils sont d'une intelligence incroyable. Ils vous déverrouillent des serrures, mais moi je mettrais beaucoup plus de temps qu'eux. Donc, il ne faut pas non plus, même si nous sommes en bout de chaîne de ce règne animal, je ne suis pas très darwiniste. Je pense que nous sommes une génération spontanée et non pas une émergence du singe, pas du tout. On ressemble beaucoup, mais nous avons des différenciations. Chromosomiques, bien sûr, HLA aussi, et il ne faut pas non plus... On a le mix avec des canines, avec des molaires, avec des incisives, pour à la fois déchirer, pour à la fois couper, etc. Et donc nous sommes l'être le plus adaptable dans la nature, et c'est pour cela que nous pouvons manger beaucoup de choses. Mais pas des choses qui ont dérivé par l'industrie et la chimie. Oui. Beaucoup de choses naturelles. Oui, évidemment, ça j'avais bien compris. C'est important. Et alors, que pourriez-vous dire à quelqu'un qui, par exemple,
ne mange pas de nourriture carnée par rapport à l'éthique. S'il le supporte, mais je peux comprendre. Voilà, parce que je ne parle pas de son corps, je parle de son complètement en esprit. empathie avec ça. Et c'est ce que je disais dans ma conférence, c'est que puisque les gens n'ont pas, les bouchers, les abattoirs n'ont aucun respect pour l'animal, même les éleveurs. Heureusement qu'il y a des éleveurs qui respectent leurs animaux. Bien, comme cette chaîne n'a pas été respectée, à nous de respecter au moins l'aliment que nous allons manger en l'honorant et en lui disant merci, merci de contribuer à me maintenir en vie et à me rendre vivant et à l'honorer de ce sacrifice. Parce que c'est ça qu'on faisait, vous savez bien, dans les populations anciennes, on honorait l'animal qu'on allait abattre. Et la tauromachie n'est pas la boucherie qu'on fait aujourd'hui, qui est un vrai spectacle. C'était le boucher qui tuait le taureau pour la semaine, qui allait nourrir le village. Et c'était un honneur que de combattre d'homme à homme. Et c'était pas après tout ce cirque qu'on en a fait. Il y avait quelque part un combat loyal. Et parfois c'était le taureau qui gagnait. Donc ça c'était loyal. Ça oui. C'était ce qu'on voit dans la nature. La biche, elle va mourir parce qu'elle va se faire bouffer par la lionne ou le léopard. C'est une loi que je trouve atroce. Ma tante me dit, mais comment je peux aimer ce monde où on doit tuer un animal pour vivre? Mais oui, mais c'est comme ça. Donc, est-ce que tu veux vivre ou pas? C'est la question que je pose. Mais les mammifères, c'est vrai que j'éviterais d'en manger. Oui, c'est ce que tu disais dans la conférence tout à l'heure. Dis-moi, il y a 2 questions en arrière. Tu as évoqué le HLA. Ouais, Tu peux nous en parler un petit peu? C'est un peu compliqué. Alors, les gens me disent, ils me disent, ouais, tu as encore parlé du HLA. Ben oui, parce que c'est la médecine du futur. C'est une médecine qui va pouvoir permettre d'individualiser les traitements, d'individualiser les prescriptions et la prévention. Et alors, ce système HLA, c'est un sous-groupe sanguin, on va dire, tissulaire, qui permet de voir notre identité génétique et qui nous permet de voir nos susceptibilités aux maladies. Donc si en prémonitoire, je peux voir que je vais plutôt m'orienter vers un cancer du côlon ou un diabète ou une sclérose en plaques ou le tout mélangé, et ben je vais faire gaffe. Je vais me dire, j'ai envie de faire la prévention plutôt que de me retrouver avec les tuyaux quand j'aurai 60 ans, hein, franchement. Donc, pour moi, la meilleure médecine, c'est la médecine préventive. Donc, le système HLA est un moyen de prévenir, mais aujourd'hui, la médecine est très peu formée. Elle est formée pour les spondylarthrites, les polyarthrites, et éventuellement très 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 lointain, la maladie cœliaque, puisqu'on a identifié 2 allèles, on appelle ça des allèles, DQ2, DQ3, DQ8, pardon, qui sont, alors eux, étiquetés comme cytasab, vomitarèse de gluten. Et nous, on en a trouvé 9 autres, c'est-à-dire 11 allèles, on appelle ça, c'est pas des résus, c'est allèles, qui sortiront dans un bouquin, parce qu'évidemment, c'est tout un travail. Donc, ce travail demande récompense à travers un bouquin, et comme ça, vous saurez tout sur le système HLA. Et juste là, pour information, on doit se tourner vers donc, des tests sanguins. Alors, c'est un test qui coûte encore 350 €, oui. Il faut le savoir. Il y a plusieurs labos, mais nous on travaille avec un labo qui s'appelle Bioval à Beaumont, B-I-O-V-A-L à Beaumont, à côté de Clermont. C'est plusieurs labos, parce que c'est les seuls à faire tout le système HLA. Parce qu'il faut savoir que vous avez 5 groupes qu'on appelle les locus, le HLA A, le HLA B, le CW, les QDR. Il faut avoir les 5 pour connaître exactement son identité génétique. Et le répertorier bien, c'est très lisible. Donc, soit vous le faites par vous-même sans demander de prescription médicale, soit si vous avez la malchance d'avoir une maladie auto-immune, vous aurez au moins la chance de demander à votre médecin de vous faire une prescription et de faire une recherche HLA groupe 1, groupe 2, totaux. Il faudra qu'il indique suspicion de maladie auto-immune pour que vous soyez remboursé. C'est ça le circuit. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez la sensation, ça c'est ma petite question personnelle, est-ce que vous avez la sensation d'être plus modéré ou plus acharné qu'avant? Les deux. Les deux. Parce que ma modération vient du fait qu'il y a des gens qui vont manger du blé sans en être affectés, mais s'ils sont addicts, je leur dis warning, fais attention, parce que tu risques d'avoir un problème. Mais je laisse toute liberté aux gens de manger de la viande ou pas, d'être vegan ou pas, s'ils veulent manger cru, mais grand bien leur face. Et si la communauté s'agrandit et qu'ils sont bien sur le long terme, moi je dis 3 ans.
comme les mariages, 3 ans. Donc faites le test pendant 3 ans et on en reparle la 4e année. Si ça vous convient, ben vous avez la chance d'avoir un microbiote qui sait transmuter certaines protéines et nourrir vos muscles, etc., etc. Si votre taux de vitamine D est bon, si vous faites du sport, que vous avez de la vitalité, que vous n'êtes pas fatigué, que vos hormones marchent bien, etc., continuez. Moi j'aurais continué si j'étais pas tombée à 8,5 de tension et je ne faisais pas de malaise vago, hein. Parce que moi ça me convenait très bien, parce que c'était en accord avec ma philosophie, etc. Sauf que mes bactéries n'étaient pas du tout contentes, n'étaient pas capables de transmuter certaines protéines, et j'étais en carence. Et à terme, j'allais à la cata, et je m'étais remise à grossir parce que je ne savais pas que j'étais intolérante au gluten, etc. Donc on apprend tout ça sur le chemin. Donc je suis plus modérée, mais plus engagée maintenant parce que, déjà il y a 30 ans, quand j'ai commencé à parler, je trouve qu'on parlait déjà de malbouffe, il y a 30 ans. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « J'arrête la malbouffe ». Et ne croyez pas que la malbouffe, c'est ce que vous croyez. Super. On le voit très bien. J'explique tout. On peut même l'approcher peut-être. Et la malbouffe, c'est même manger les aliments que vous croyez qui vous font du bien, mais non. Donc je vous oriente à petit, déjà vous libérer par rapport à une dépendance quelconque et mieux comprendre. Donc à travers chaque jour, j'explique exactement plein de choses. Est-ce que je me nourris vraiment bien, chapitre 3, etc. J'ai quelques petits quiz pour que vous voyez. Tiens, ça me fait de l'effet. Après tout, pourquoi changer? Enfin, il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser. Franchement, c'est un beau travail. Tu en as un autre avec toi, sans gluten ni laitage. J'ai l'alimentation sans gluten et laitage, quand on veut comprendre. Ce livre, je l'ai sorti en 2004. Et petit à petit, je fais des mises à jour. Donc ça, c'est la dernière mise à jour. Avec le système HLA. Justement, je parle un peu du HLA, je parle un peu de la dysbiose intestinale, etc. Et de la substance P. La substance P, non, c'est dans nutrition consciente. Mais voilà, et petit à petit, j'oriente les gens. Donc je suis plus engagée parce qu'il y a 30 ans, il y avait déjà un signal d'alarme à donner. Et aujourd'hui, c'est même plus un signal d'alarme. Je dis, les mecs, il faut arrêter, quoi. Parce que là, on voit la cata. Parce que là, ça fait 3 générations. Et regardez les jeunes aujourd'hui, on voit des cancers de plus en plus jeunes, on voit des maladies auto-immunes de plus en plus jeunes, et on voit surtout des dérèglements sur le plan neurologique de plus en plus jeunes, et ça c'est grave. Donc là on est en train de toucher au vivant, on est en train de toucher à la cohérence du vivant, et ça devient urgent, parce que la flore intestinale de votre mère et de votre grand-mère donc, vous a été donnée donc, par transmission à l'accouchement, et même pendant la gestation, et plus ça va, plus ça se dégrade. Et là, ça va se dégrader grave. Et on ne va pas aller tuer tous les allergènes, on ne va pas aller tuer tous les virus. Non, c'est notre système immunitaire lui-même qui, dès le départ, à coup de tout ce qu'on lui fait subir, et ça je n'en parlerai pas, eh bien, va fragiliser notre immunité et on n'a pas le temps de muter. Et ça fait les choux gras de tous les médicaments et de Big Pharma. Mais ton message est vraiment très clair. Prenez-vous en main, soyez pas dépendant, réveillez-vous, quoi. Si vous êtes addict à un aliment, si vous dites « Ah non, mon pain et mon fromage, non, je ne peux pas m'en passer », vous êtes dépendant, vous êtes accro, vous êtes drogué. Donc il va falloir absolument travailler sur vous sevrer de cette dépendance. Et petit à petit après, vous pourrez en manger peut-être, mais sans être dépendant, ça c'est important. Moi j'ai mis plusieurs années à ne plus être dépendante du sucré. Mais le sucré, moi. Oui, désintoxiquer. Désintoxiquer, j'ai mis des années. Parce que vos bactéries, vous les nourrissez, vos bactéries, elles s'en foutent de vous. Ce qu'elles veulent, c'est bouffer. Elles en demandent. Donc elles en demandent. Et c'est plus vous qui pensez, c'est vos bactéries qui disent du sucre, du sucre. Ah, vous avez le sucré, vous allez vers le sucré. Donc vous ne vous répondez pas à vous, vous répondez à votre microbiote qui demande du sucre, qui vous rendra malade, mais ils s'en foutent parce que les bactéries sont là pour vivre aux dépens de l'autre, comme on dit. Choisissez, soit c'est vous qui conduisez, soit c'est vos bactéries, il faut choisir. Alors je viens de prendre conscience qu'on s'est vouvoyé, tutoyé un peu à la fois. Merci beaucoup Marion. Et à bientôt, j'espère que ce sera utile, tout ce que je vous ai dit. Merci beaucoup, puis bonne continuation à toi. Merci. Au plaisir, au revoir.